Il avait un chargeur de 11,38 sur ma fille, quoi. C'est une arme de guerre, autant que je sache. Une balle, vous tuez un sanglier, quoi. Là, il lui en a mis 9. Hein. Et il a pris mon bébé, il a assassiné mon bébé. C'est la mère de mes neveux et il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Mais ça reste mon père malgré tout. Je suis partagée entre la colère et en même temps de la peine. Je l'ai plaint parce que j'ai dit, le pauvre, il est perdu depuis qu'il a perdu son fils. Il ne sait plus où il va. Cette affaire est une véritable tragédie. Une tragédie qui a détruit 2 familles. Et la victime de ce malheur s'appelait Vanessa. Vanessa Mayor. Elle avait à peine 26 ans lorsqu'une belle journée d'été 2014, elle a été froidement exécutée. Vanessa avait la vie dentelle et depuis toujours, elle faisait le bonheur de ses parents. Un bébé très gentil, toujours avec le sourire, jamais plus. Enfin, c'était un très gentil enfant, quoi. En fin de compte, c'était que du bonheur. En plus, un joli petit bébé, bien tout rond, tout ça. On lui a fait faire même des photos de mode, pour vous dire. Donc voilà, c'était magnifique. Elle était photogénique, c'était une très très jolie fille, un très joli enfant. Enfin, en grandissant, une très jolie fille aussi, quoi. En plus, c'était mon premier bébé, donc on comprenait bien que j'étais fier. C'était une fille qui n'aimait pas l'injustice. À l'école, toujours apprendre la défense des plus faibles. C'était incroyable. Jusqu'à aller à la bagarre, hein. Pourtant, c'était qu'une fille, mais elle se laissait pas faire. Ce qu'elle pensait, elle te le disait directement. Il n'y avait pas de « je parle par derrière » ou elle te le disait directement. Elle était belle, souriante, elle savait rigoler. C'était une femme superbe. Elle avait tout pour elle en plus. Ma sœur, c'était comme ma deuxième mère. Elle me sortait avec ses copines. Elle faisait tout. Elle était toujours là pour moi, elle me conseillait, elle me disait tout. C'est mon modèle, c'est ma grande sœur. C'était un amour pour moi. C'est fusionnel. C'était ma fille, quoi. C'était que du bonheur. Que du bonheur. Jacques Mayor et sa femme ont élevé leurs 3 enfants à Brignais, une petite commune près de Lyon. Mais à l'âge de 18 ans, Vanessa décide de passer ses vacances d'été chez sa grand-mère paternelle à Agde, dans le sud de la France. Elle va alors rencontrer un jeune garçon, il s'appelle Angel Valcarcel. Il a 18 ans lui aussi. Sa famille fait partie de la communauté gitane d'Agde. Il a une sœur jumelle et l'arrivée de ces jumeaux avait été un véritable bonheur pour leur mère, Antoinette, et leur père, Angel, très fier. Il avait même décidé d'appeler ses enfants comme lui, Angel et Angelina. C'est un garçon et une fille. Alors j'étais très heureuse parce que j'ai dit au Seigneur, en une seule fois, tu m'as donné le choix du roi. On était très heureux, moi et mon mari, très 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 contents. Comme c'était mon frère jumeau, c'est vrai que je ressentais, même lui, c'était vraiment... on était proches. Et en même temps, quand il n'était pas bien sans être avec lui, je le ressentais. J'étais tout le temps avec lui. Toutes les petites bêtises de garçon, c'est moi qui les ai faites avec lui. Ah oui, ils étaient très proches, frères et sœurs, très très proches. Ils s'amusaient beaucoup, ils étaient toujours ensemble. On n'a jamais manqué de rien. Mais de tout petit, autant en affection comme en amour. Moi, j'étais la plus belle habillée dans les mariages gitans. Mon frère, c'était pareil. Il voulait une chemise en satiné, il l'avait. Il voulait ses petites bagues en or, Mercedes, hop. Mon père, eh bien, tiens mon fils. Mon frère, il n'aimait pas trop l'école. C'est de là que mon papa lui a dit à 14 ans, si tu veux pas aller travailler, tu me suis, tu viens avec moi au travail. Il a rendu maçon carreleur. Et mon frère, en étant plus grand, il dit, moi, heureusement que papa, il m'a donné un métier dans les mains. Mon fils, c'était un amour. C'était un garçon très gentil. Mais alors, une gentillesse avec moi, c'était impressionnant. J'étais sa maman qui l'adorait. Il était vraiment sociable, vraiment, voilà quoi, famille. Moi, j'étais proche de ma mère, mais mon père était plus proche de mon frère. Déjà, à 14 ans, il le prenait avec lui pour aller travailler. Et en grandissant, ça reste toujours pareil. Les Valcarcel, père et fils, sont véritablement fusionnels. Le jeune garçon vit chez ses parents jusqu'à sa rencontre avec la belle Vanessa Mayor. Pour tous les deux, c'est un premier amour et les choses vont aller très vite. C'était l'amour fusionnel, hein. Ils s'aimaient tous les deux comme des fous, hein. C'était impressionnant, quoi. Et ils s'aimaient, mais comme jamais j'ai vu, je crois, quelqu'un s'aimer comme ça.
Elle était vraiment très amoureuse d'Angèle, ma sœur. C'était très beau couple, beau tous les deux. Un couple qu'on ne voit pas tout le temps. Ils étaient toujours bien habillés, toujours bien coiffés. C'était vraiment un couple très beau. De partout où ils allaient, tout le monde les regardait. Elle était belle et mon frère aussi était beau. Et un beau jour, je vois débarquer la belle famille, c'est-à-dire le père, la mère, la grand-mère, le fils et ma fille à la maison. Papa, on veut demander quelque chose. Je dis, ah bon? On vient demander la main de votre fille. Je dis, comment? On est où, là? Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, on va peut-être se calmer un petit peu quand même, on va attendre un petit peu quand même. Pour moi, je trouvais ça un peu trop rapide. Ils peuvent dire que ça allait trop vite entre ma belle-sœur et mon frère, mais en attendant, c'est resté. Hein. Leur amour n'a pas changé. Hein. Mon frère, il me disait, c'est ma femme. Hein. Oui, et elle, c'est mon mari, ça y est. Même s'ils n'étaient pas mariés légitimement, mais pour eux, c'est mari-femme. Il disait, mon frère, que son beau-père et sa belle-mère le rejetaient parce que c'était un gitan. Même ma belle-sœur, elle me l'avait dit ça une fois, elle m'avait dit, ils n'acceptent pas que j'ai pris un gitan. Et mon fils, ça lui faisait mal. Surtout qu'il disait, mais je vois pas pourquoi, puisque moi, je suis gentille avec eux. Les parents de Vanessa vont accepter cette relation, même si, pour eux, peut-être, Angèle Valcarcel ne correspond pas à ce moment-là à ce qu'on pourrait appeler le gendre idéal. Il a eu des petites démêlés avec la justice, il a pu même avoir des condamnations, et ils vont rentrer dans un milieu qui ne correspond pas à leur propre façon de concevoir la vie, de concevoir l'unité familiale, de concevoir la sérénité. Il y a un phénomène de méfiance des deux côtés, vous savez. Ceux qui ne sont pas de culture gitane regardent l'autre avec une certaine méfiance parce qu'il y a tous les poncifs, toutes les images, toutes les caricatures concernant le milieu gitan. Et le gitan lui-même n'est pas indemne d'un regard caricatural sur celui qui ne l'est pas gitan. Donc il y a une méfiance un petit peu réciproque. On se regarde, on se jauge, on se surveille, mais ce qu'on voit avant tout, c'était l'amour fou qu'avaient ces deux jeunes gens l'un envers l'autre. J'avais rien à redire, hein. En tant que père, moi je voyais que ma fille était... Moi je voyais que ma fille était heureuse, pour moi c'était le principal. Et un beau jour, ma fille m'annonce bah, papa, je suis enceinte. Très contente, heureuse, elle était heureuse d'être maman, quoi. Bah, nous, on était contents parce qu'on allait être papy et mamie quand même. C'était un petit garçon. Je le disais à tout le monde, je vais être papy, c'est incroyable. En plus, un papy jeune, hein. Mon fils était avec elle quand elle a couché. J'étais très heureux, très heureux. Elle a eu son premier bébé Jason le 5 septembre. Elle était contente, c'était son premier bébé. Elle envoyait des photos, mon bébé, regardez mon bébé. Mon frère, il ne voulait pas engueuler son fils. Il avait tout ce qu'il voulait, le petit. Il était très proche de Jason, ils étaient contents. Ça leur a poussé à aller de l'avenir ensemble. Ils avaient une vie de famille. Elle va avoir donc le deuxième qui s'appelle Sean. Pareil, un bébé blond aux yeux bleus. Son petit gros, comme elle l'appelait. Oui, parce que tout le temps, il mangeait. Mon petit fou, mon foufou, mon gros, toujours. C'était une super maman. Elle s'occupait des enfants, c'était un bonheur. C'était la prunelle de ses yeux, manière. Je peux vous dire qu'ils peuvent être fiers de leur maman. C'était une maman poule, toujours là pour ses enfants, toujours derrière. Toujours à bien les pouponner, à qu'ils soient bien coiffés. Jason, va pas là, Nani, sois droit, habille-toi bien, travaille bien à l'école, faut que tu aies un beau métier plus tard. Toujours comme ça. Et Sean, pareil. Toujours. Angèle et Vanessa sont les parents de deux adorables garçons, Jason, l'aîné, et Sean, le petit cadet. Ils ont tout pour être heureux, mais petit à petit, des tensions apparaissent dans le couple. La relation est si fusionnelle que ce soit l'un ou l'autre, ils vont commencer par s'épier, à redouter que cette relation soit ternie par une infidélité de l'un ou de l'autre et va commencer à naître des tensions dans le couple liées à la jalousie qu'on va vite qualifier de pathologique de l'un et de l'autre. Ils se sont connus jeunes, donc à 18 ans, quand on est jeune, on est bête. Comme ils avaient deux forts caractères, voilà. C'était des chiens et chats parce que c'était... Tous les jours, ils devaient avoir une dispute, hein, mais le soir, ça allait mieux. C'était toujours ça. Où ils allaient se séparer 2-3 jours. Ma sœur qui me disait au téléphone,
Je me remettrai plus jamais avec lui, c'est fini. Et 3 jours après, mais je l'aime, Roman, comprends-moi. Et toujours, ça faisait ça. Toujours. Ils s'aimaient tellement qu'ils arrivaient toujours à se retrouver de manière. Quand il y avait des problèmes de couple, ma belle-sœur n'hésitait pas à appeler mon père. Elle m'appelait pas à moi, elle appelait pas ma mère, elle appelait mon père. Parce que mon papa, c'était quelqu'un de juste. Il donnait raison à sa belle-fille, il ne voulait même pas entendre l'explication de son fils. Il disait « Toi, tais-toi, arrête, laisse-la tranquille, elle a raison ». Il l'a chouchouné, sa belle-fille, il l'a chouchouné, il était intentionné avec elle. Et mon mari leur disait, si vraiment ça ne va pas ensemble, que vous voyez que ça ne va plus, séparez-vous un temps. Et puis après, peut-être ça ira mieux. Mais non, ils n'arrivaient pas à se séparer. Ça restait tout le temps comme ça, mais ça empirait, ça empirait, ça empirait. Angel et Vanessa se déchirent, mais ils finissent toujours par se rabibocher. Le couple reste cependant très fragile. D'ailleurs, le 9 août 2013, une énième dispute éclate, et puis c'est le drame. Angel Valcarcel est seul chez lui, son épouse rentre. Quand elle rentre, il y a une dispute aussi qui naît parce qu'il n'a rien fait de sa journée, elle lui fait des reproches. Et lui quitte subitement le domicile en disant qu'il allait faire un tour. Et donc il part, il va quitter le domicile dans la soirée pour ne pas revenir en fait, de la soirée du tout. Et elle va se coucher sans qu'il soit rentré. Elle couche ses enfants et elle va donc passer la nuit sans Angel. Mais il va rentrer dans la nuit et elle ne l'entendra pas rentrer. Et ce n'est qu'au petit matin qu'elle va se réveiller, qu'elle va s'apercevoir qu'il n'est toujours pas dans le lit. Vanessa demande à ses enfants où est papa. Et l'un de ses enfants, en se dirigeant vers un placard de la maison, va découvrir son père pendu dans le placard. On verra après que c'est avec un foulard. C'est une scène traumatisante, on peut l'imaginer. C'est l'irruption de la mort au sein de ce qui fut le foyer du bonheur. En plus, la découverte par un des enfants. Le téléphone sonne. C'était Vanessa. Elle a crié. Mais nous, on a cru que c'était les disputes, de nouveau qui recommençaient. Mon compagnon, que je lui ai dit, vas-y, parce qu'il doit la taper. Donc, il est parti vite. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu tous les pompiers. Il a pensé que c'était son fils qui avait fait du mal à sa femme. Puis finalement, il lui a annoncé, c'est votre fils qui est mort. Mon compagnon a voulu venir me le dire. Il est rentré, il s'est mis à crier. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, le petit, il est mort. Il me dit, Angèle, j'ai crié comme une folle. J'ai perdu la moitié de moi. J'ai une moitié de moi qui est plus là, parce que j'ai perdu mon frère jumeau. C'est mon frère jumeau. On était dans le même ventre en même temps, donc il y a une moitié de moi qui est morte depuis le décès de mon frère. J'en ai pleuré, je vous dis franchement, j'ai pleuré quand j'ai vu ce gamin allongé sur le lit. Ça restait le papa de mes petits-enfants, quoi, je veux dire. En aucun cas, j'aurais souhaité du mal, jamais de la vie. Moi, je souhaitais qu'une chose, c'est qu'il s'en sorte, ce gamin. Je me suis dit, j'ai perdu mon beau-frère. Je le reverrai plus. J'étais vraiment attachée à Angèle, oui. Je sais que sur cette terre, depuis qu'il est parti, je ne retrouverai plus l'amour que j'avais avec mon fils. Selon les premières constatations effectuées sur place, Angel Valcarcel Jr., 26 ans, s'est suicidé par pendaison. Une scène de suicide qui intrigue tout de même les premiers intervenants et surtout la famille d'Angel. La scène qu'on découvre, c'est effectivement une scène de pendaison, mais assez intrigante. D'ailleurs, c'est ce qui va générer beaucoup de mystères après, puisqu'il est pendu à une tringle du placard, mais ses jambes touchent le sol et on pourrait penser presque qu'il est assis. Il n'était pas pendu en l'air, il avait les fesses par terre. Il avait les jambes droites. Mais lorsque les enquêteurs découvrent la scène, on s'aperçoit que son bassin ne touche pas le sol et qu'il est réellement pendu au niveau de la tringle de ce placard, dans une position qui est effectivement un peu étrange. Ils ont trouvé deux marques. Il y a la marque du foulard et il y a une autre marque, ils ne savent pas d'où ça vient. J'ai jamais cru ça. Moi, j'ai dit, c'est pas possible que mon frère il s'est enlevé la vie. Parce que c'est pas lui. Tout simplement, c'est pas lui, donc non.
Moi, Je sais que mon fils, il n'était pas c'était un trop vivant. Il avait tout, il avait la vie devant lui. Il avait tout, la beauté, il avait tout. pour moi, c'est pas normal. Un homme qui travaille bien et qui il a des ambitions de faire construire sa maison. Il avait des beaux enfants. Pour moi, non. Moi, mon frère ne s'est pas enlevé la vie parce que c'était quelqu'un de fort. On n'est pas des faibles chez nous. Comme il disait mon frère, il disait il n'y a pas de place ici pour les faibles. Le est, bon, d'un point de vue humain, d'un point de vue social, c'est quelque chose d'inacceptable pour les proches. Parce que lorsqu'un de vos proches se il y a aussi une dimension de culpabilité énorme. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pressenti, alors que si le est acquis, les signes étaient là. Vous les avez sous-estimés. Donc lorsqu'on annonce à Angèle Valcarcel, à Angelina et à leur mère qu'Angèle Junior s'est dans ces conditions, qu'on soit gitan ou pas, c'est inacceptable d'entrée de jeu. La police a fait très mal son travail quand mon frère est décédé. Ils n'ont pas mis des paramètres de sécurité. Les pompiers sont arrivés, ils avaient bougé le corps. Il n'y a pas eu des photos. La police, ils sont arrivés après. C'était tout un bordel. Donc déjà qu'ils n'aimaient pas trop mon frère parce que quand il était jeune, il avait fait des petites conneries de jeune. Donc moi, je le dis, la police, ils voulaient vite classer. Mon fils, on lui a fait du mal, j'en suis sûre et certain. Qui, comment, je ne sais pas. Parce que je ne peux pas inventer ou m'insinuer des choses. Mais pour moi, c'est une mort anormale, tout simplement. La famille Valcarcel n'en démord pas, Angèle n'a pas pu se... Mais les policiers sont convaincus, eux, qu'il s'agit bien, là, d'un... Angèle n'a pas de traces de coups, l'appartement est en ordre, et surtout Vanessa, qui était dans la pièce d'à côté avec ses enfants, n'a rien signalé de particulier, si ce n'est la découverte de ce drame. Du coup, aucune autopsie n'est ordonnée. Les policiers interrogent cependant les derniers compagnons de soirée d'Angèle, et ce qu'ils apprennent va les convaincre qu'ils ne se trompent pas. On va découvrir que dans la nuit, Angèle s'est beaucoup alcoolisé, qu'il a erré dans les rues d'Agde et qu'il a même agressé une femme dont il a volé le sac à main. Donc une nuit un peu d'errance, une nuit d'alcoolisation, une nuit où vraisemblablement il va prendre des stupéfiants et ensuite un geste qui s'inscrit dans cette sinistre soirée. Il avait pris de la cocaïne. Je pense que... Puis il s'est remis à voler, quoi. Voilà, quoi. C'était pas bon. C'était pas bon, c'était pas le bon délire, je pense. Mais ça aurait été lui-même, sans qu'il ait pris toutes ces conneries à côté, il l'aurait jamais fait. Il aurait été en état normal, il l'aurait jamais fait. Il aimait trop ma sœur et mes neveux. C'était impossible qu'il le fasse. Pour la famille Valcarcel, la mort d'Angèle est un véritable drame. Afin de se soutenir les uns les autres, Antoinette et Angèle père décident d'aller vivre chez leur fille Angelina. Mais Angèle père sombre complètement. Il est clair et net que le père Valcarcel est dans une fusion totale avec son fils. Je crois qu'on est même au-delà de la fusion. Il est dans une identification totale, une sorte de symétrie. Son fils, c'est lui. Il est son fils. D'abord, il est symptomatique de voir ce phénomène d'identification poussé jusqu'au choix des prénoms. Son fils s'appelle bien sûr Angèle, comme lui, et sa fille, elle s'appelle Angelina. Le phénomène d'identification va beaucoup plus loin avec le fils, d'où le côté paroxystique du drame qui est survenu. Mon père, c'était son repère, mon frère. C'était son pilier, c'était son ami. C'était fusionnel, c'était vraiment... Et puis, mon père, c'était sa passion. Donc, il aime également ses deux enfants, mais Angèle, il aime au-delà de la raison. Ils étaient un. Et que l'un meurt, et ce sont les deux qui meurent. Il rentre dans ce qu'on appelle une phase de deuil pathologique. Il déprimait de plus en plus. Même moi, je lui disais, va chercher du travail. Il me disait, non, le carrelage, c'est fini. Je ne veux plus le faire. Parce que ça me fait trop penser à Angèle.
Il était déboussolé, c'était plus le même homme. Il se laissait aller complet. Il se lavait pratiquement pas, il mettait les mêmes chemises, la barbe. Ça a également des répercussions physiques. Il déclenche immédiatement un ulcère violent. Il se met à avoir des hallucinations. Il entend la voix de son fils. Il va au cimetière jusqu'à 10h du soir, avec le parasol, en plein été. Il escalade le cimetière, le mur du cimetière, parce que c'était fermé, les portes. À 10h du soir, il dit « Je vais voir mon fils ». Je dis « C'est quoi ça? On le reconnaît plus, il se laisse aller. » Il est en train de partir en dépression, j'avais l'impression. Je lui ai dit « T'es pas bien? Ça va pas ». Mon père, toujours, pour lui, il allait bien, il allait mieux que les autres. Lui, quand on a perdu mon frère, il a consolé tout le monde. Alors que c'était lui à être consolé, il n'était pas bien, mais il disait qu'il allait bien. Il s'enfonçait dans son gouffre. Vanessa, elle aussi, est au fond du gouffre. La mort brutale de l'homme de sa vie est une épreuve terrible. Ma belle-sœur, elle était effondrée, c'est normal. Elle n'était pas bien. Elle a voulu déménager de l'appartement où c'est qui est arrivé tout ça. Elle a eu très mal, c'est sûr, c'est son premier amour. Son mari, comme on dit. Le père de ses enfants, surtout. Seule avec les petits, 2 enfants à élever, sans père, pas d'avoir de père pour grandir. Je lui ai remonté le moral, je lui ai dit si t'as besoin de là, t'as besoin de nous, on sera toujours là, ma fille, t'inquiète pas. On lui a dit on te lâchera jamais, Vanessa, on sera toujours là pour toi. Une épreuve terrible, terrible. Elle était malheureuse, mais elle aurait eu la possibilité de se suicider, je crois qu'elle serait passée à l'acte. Puis après, elle a remonté la pente petit à petit. Pour ses enfants, elle était obligée, mais elle n'avait pas le choix, je pense. Pour ses enfants, elle est passée au-dessus de tout ça, et elle s'en est sortie, mais merveilleusement bien. Jason n'a alors que 4 ans et Sean 2 ans. La jeune mère de famille survit tant bien que mal, mais ses beaux-parents, qui rejettent toujours le n'en finissent plus de la questionner sur les circonstances de la mort de leur fils. On a essayé de savoir ce qui s'est passé avec mon compagnon, quand même, c'est normal. Mon fils est décédé dans son appartement. Elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu, alors que c'était juste comme un studio. Et à 4h du matin, je suis désolée, il n'y a pas de bruit. On entend. On lui demandait comment ça se fait que tu n'as rien vu, que tu n'as rien entendu. Quand même, tu es resté pendant 5 heures sans t'en rendre compte qu'il est décédé juste à côté. Je n'accuse personne, parce que je n'ai rien vu. Mais je cherche à comprendre, tout simplement. Je ne pouvais pas poser une question. Elle se mettait à pleurer et elle se mettait à essayer d'éviter la discussion. On n'arrivait même pas à lui poser une question à ma belle-sœur. Elle se mettait comme une folle. Elle se mettait à crier, à pleurer. Et après, elle s'est écartée. Vanessa s'éloignait de nous. On ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, on a toujours été gentils avec elle. Il le disait, mon père. Quand on mangeait à table, il disait « Mais pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi elle ne m'envoie pas un message? Demander si je vais bien. » Ça me faisait mal au cœur, moi, d'entendre ça. Je me suis dit « Mais il n'a pas tort, ce qu'il dit. » Mon mari, lui, c'est un homme qui a aimé beaucoup son fils. Et tout l'amour qu'il n'avait plus envers son fils, je pense et je suis sûre qu'il le cherchait auprès de sa belle-fille. Parce qu'il aimait autant sa belle-fille. Il souffrait parce qu'il faisait des efforts pour avoir de la communication avec sa belle-fille et ses petits-enfants. Mais apparemment, ça n'en voulait pas de l'autre côté. On sentait qu'on la gênait quand on venait. On sentait qu'elle voulait vivre sa vie. Vanessa prend petit à petit ses distances avec sa belle famille et dans la petite ville d'Agde, où tout le monde se connaît, les langues vont bon train. Les gens allaient beaucoup vers mon mari plutôt. Parce que moi, peut-être que moi, ils ont vu que j'étais très mal moi aussi. Et ils allaient souvent vers lui dire qu'ils la voyaient, que c'était une veuve joyeuse. Je l'ai aperçue en train de rire, s'éclater, mais on dirait qu'elle n'a rien perdu. Putain, je l'ai croisée, elle était au bal, elle avait un mini-jupe. Elle va où, elle, alors qu'on vient de perdre Angèle il n'y a même pas 6 mois? Les gens, ils disaient, elle n'est pas en train de se ranger, elle est en train d'être bien. Il l'appelait la veuve joyeuse. Le problème à Agde, c'est que tout le monde se connaît. On est dans ce centre-ville, c'est un tout petit village dans la ville. Agde, c'est pas Paris, ni Montpellier. Ça veut dire que, de façon légèrement caricaturale que j'assume, vous allez chez le boulanger, vous rencontrez toute la ville, quoi.
Je reproche à ces gens d'avoir parlé de elle en disant que c'était une veuve joyeuse. Ils n'avaient pas envenimé les choses, parce que ça a envenimé les choses, moi je pense. Et les gens devaient sûrement dire à elle des choses sur nous. Vous voyez, ils mettaient des grains de sel. Ces gens-là, ils étaient là et ils racontaient tout ce qu'ils voyaient auprès d'elle. Ou peut-être que même ils en ajoutaient. Parce que même quand c'est vrai, on ne le dit pas. On sait très bien que ça fait du mal à la personne. On ne dit rien. On ne met pas le mal où il y a le mal. On met le bien. Mais gardez-le pour vous. Pas besoin de le dire à quelqu'un qui vient de perdre son fils. Mon mari, il était là, il était mal, il se sentait mal. Tout le monde exacerbe au lieu d'apaiser, au lieu de consoler, au lieu de soulager. Chacun y va de son petit commentaire, lequel commentaire entraîne une interprétation, laquelle interprétation entraîne une autre interprétation, et ainsi de suite. Donc ça monte en puissance. À Agde, jamais elle sortait. Elle en avait marre que les gens ils se disent ça d'elle, qu'elle sortait, qu'elle profitait, alors pas du tout. Elle voulait juste vivre un peu. Il faut essayer de survivre, sauf à se suicider à son tour. Donc elle fait tout ça, mais elle fait tout ça dans la petite ville d'Agde, devant Valcarcel-Père. Peut-être c'est sa manière à elle de vivre son deuil à sa façon. Mais bon, c'est bizarre, chacun à leur façon. Hein. Donc c'est deux façons de gérer le malheur, mais deux façons qui ne sont pas capables de se comprendre. Et petit à petit, va se créer une scission. Pour le père, c'est inconcevable. Pour la famille Valcarcel, c'est inconcevable. Elle doit respecter les traditions gitanes, c'est-à-dire porter le deuil pendant une année avant de faire quoi que ce soit. Pour la communauté gitane, porter le deuil, c'est vivre en noir, c'est pas sortir, c'est être discret, quelque part renoncer à vivre. Il aurait fallu qu'elle devienne une sorte de Mater Dolorosa, habillée en noir, qu'elle ait les yeux rougis, qu'elle ait le voile, qu'elle soit respectueuse, qu'elle pleure toute la journée. La belle famille voulait que ma fille porte le deuil, mais elle l'a porté le deuil, quoi, je veux dire. Elle ne va pas s'habiller pendant un an en noir et puis à plus bouger, à faire brûler des bougies à la maison, quoi, je veux dire. C'est une gamine, elle a des enfants, il faut qu'elle vive. Ben pour lui, non, c'était pas ça. Lui, c'était son fils. Mais son fils, il n'était plus là. Donc comment on fait alors? Comment on fait? On laisse les gamins dans la rue, on veille, on va tous les jours sur la tombe. Donc, il voit Vanessa continuer à se mouvoir dans Agde. Il essaie de lui faire entendre raison parce qu'il pense que c'est un manque de respect pour son fils. Elle, et je la comprends aussi, ça va, laissez-moi vivre. Hein, je ne manque pas de respect à votre fils, c'est une jeune femme qui a du caractère. Et ça exacerbe dans le même temps le trop-plein déjà qu'il avait dans sa tête dans le cadre de son deuil pathologique. Et là, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Ça va provoquer une forme d'abord d'incompréhension, puis ensuite qui va se muer en colère, et puis voire très rapidement en haine. Il ne supportait pas que son fils était mort. Donc il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais m'en prendre à Vanessa. Il l'a surveillée, il l'a guettée, quoi. Il était sans cesse sur elle, à la prendre en photo. J'étais en voiture avec ma soeur pour aller manger à McDo, il nous suivait derrière, pour voir où on allait. Non, il la surveillait pas. Non, on l'a pas menacée, on l'a jamais mis sous pression, cette fille, ni mes parents, même si on trouvait ça pas normal. Angèle Valcarcel, père, ressasse sans cesse la mort de son fils. Se suicide, décidément, il n'y croit pas. D'autant que, depuis la veillée funèbre de son fils, une phrase prononcée par Jacques Mayor le taraude. Le père de Vanessa, donc le beau-père d'Angèle, aurait dit, l'a-t-il dit? Ou est-ce que ça a été interprété par Angèle père? Ton fils, il a été buté. À mon père, il a dit c'est des membres de la mafia qui a buté ton fils. Il disait que ma belle-sœur était dans le danger, sur Agde. Mon mari a dit, je veux savoir qui a tué mon fils. Et il faut qu'on aille à la police, dire à la police. Moi, je laisse pas ça comme ça. Et après, il dit au policier, M. Mayor, qui n'a jamais dit ça. On ne comprend plus.
On aurait pu dire que mon père a eu une hallucination, oui d'accord, mais il y a quand même mon cousin, il y a mon oncle qui a vu Jacques Mayor parler de vive voix, oui ma fille elle est en danger. Et ça collait parce que l'oreille était attentive. Je sais que mon fils ne sait pas. Et la paranoïa monte. À partir de là, tout autour de lui devient suspect. Sa belle famille, sa belle-fille, tout devient suspect et tout le monde concourt comme dans une sorte de grand complot à lui cacher la vérité. Va naître une espèce de théorie du complot, on va dire, on peut l'appeler comme ça, qui consiste à faire de Vanessa et de son papa, Jacques Mayor, les artisans d'un assassinat programmé d'Angèle. Des accusations qui sont fantaisistes, délirantes et qui sont infamantes aussi. Angèle, le père du compagnon de ma fille, m'a accusé de l'avoir assassiné son fils. J'étais en Tunisie, donc comment je peux faire pour prendre une corde, prendre l'avion et prendre une personne de Tunisie? Je voudrais savoir comment je fais. La police me convoque sur Brignais, me disant on veut vous entendre sur le décès d'Angèle Valcarcel, donc du fils. Je dis mais oui, mais moi j'étais pas là. Prouvez-nous. Bah oui, bah je vais vous prouver. Passeport, billet. Je peux pas mieux prouver que ça, quoi, je veux dire. Et l'enquêtrice a vu que j'étais de bonne foi, quoi. Elle a classé l'affaire. Elle a dit non, monsieur Mayor, ça n'avait rien à voir dans tout ça, quoi. Mais non, le père a quand même revenu à la charge, mais il n'en démordait pas. Pour lui, il voulait pas entendre que son fils était. Pour lui, forcément, il y avait un meurtrier derrière. Il y avait quelqu'un qui a assassiné son fils. Alors un coup, c'était mon fils qui l'avait assassiné son fils. Un coup, c'était moi. Et après, on est revenu sur Vanessa. Il n'a jamais pensé que Vanessa avait participé concrètement dans son délire à ce qu'il imaginait être l'assassinat de son fils. Mais il est rentré dans le schéma suivant où elle n'y a peut-être pas participé, mais elle sait. Pour lui, il lui fallait quelqu'un qui ait tué son fils. Il fallait un coupable. Un coupable. Mais coupable de quoi? On y était pourquoi? C'est ton fils qui a décidé de faire ça. Son fils, point, c'est tout. Il a voulu en finir avec ses jours, avec la vie. C'est lui-même qui a pris la décision de se pendre. Il mettait des photos sur Facebook. Il disait que t'inquiète pas, un jour tu seras vengé mon fils. T'inquiète pas, la vérité triomphe toujours. Mais toutes des sous-entendus, quoi. Et ça allait de pire en pire, de pire en pire. Je pourrais pas le dire le nombre de fois qu'il a écrit au procureur, au préfet. Mon père s'attache à la justice en demandant déjà une autopsie pour mon frère. Il voulait faire exhumer le corps de son fils pour une autopsie. Donc il va demander à ce que l'enquête soit réouverte. Et il faut avouer que monsieur le procureur de la République de Béziers a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas pris les choses à la légère, puisque le procureur de la République dit, bon écoutez, il faut ressortir ce dossier, revoir, revérifier. Il y a eu l'autopsie, 8 mois après, parce qu'on s'est battu pour la preuve. On ne peut pas dire de la justice qu'elle a été négligente puisqu'elle a quand même provoqué des investigations poussées. On est allé ressortir un corps de sa sépulture, donc c'est allé très très loin pour apaiser la souffrance de cet homme. Et bien entendu, tout cela alimente encore plus l'enfermement psychiatrique de Valcarcel. Ça y est, la vérité va éclater et on arrive à ces scènes absolument insupportables où on va jusqu'à exhumer un corps. Vous imaginez, pour Valcarcel père, il exhume le corps de son fils. Ils ont refait une enquête, ils ont refait des analyses et on en revient à la conclusion qui avait eu lieu au mois d'août quand le jeune s'est... Il n'y a rien de plus. La séance dit que monsieur donc Angèle Valcarcel, compagnon de ma fille, a pris donc de l'alcool et des cachets pour dormir. Les policiers d'agonesse le drame. Ils sont compatissants, ils sont pleins d'empathie avec Angèle Valcarcel qui cherche la vérité et qui manifestement est dans une souffrance indescriptible. Et ces policiers lui disent, vous savez, il faut l'accepter, on a cherché, on a recherché, on a exhumé le corps. Le 25 août 2014, l'enquête est classée, mais Angèle père, lui, ne lâche pas ses convictions. Le père Valcarcel
Il commence à appeler régulièrement la rédaction du Midi Libre pour relancer l'enquête. Ça en est devenu maladif. J'ai l'impression, à un moment donné, il faisait l'inspecteur. Il faisait le travail de la police. Dans tout ça, mon mari, ça l'a pesé. Ça le fatiguait, ça le fatiguait, ça l'a pesé, ça l'a pesé, ça l'a fatigué. On le sent dépressif, on le sent anxieux, mais il s'emporte. Quand il n'arrive pas à nous faire dire « oui, bon, c'est un meurtre », il s'emporte. Il ne comprend pas qu'on ne comprenne pas. Il ne peut pas admettre que son fils ait dérapé, qu'il ait touché à l'alcool, qu'il ait touché à la drogue, et qu'en plus, il ait fini par... Pour lui, c'est impossible. Il cherche, il est vraiment déboussouillé dans sa tête parce qu'il y a un tout, il y a l'effet de Vanessa, il y a l'effet de la police, il y a l'effet de tout qu'il ne comprend pas. On arrive à une situation où on est assis, non pas sur un baril de poudre, mais sur un entrepôt de munitions, avec une allumette. Au bout d'un an, ma fille, elle avait quand même... C'était harassant quand même, c'était lourd à porter. Vanessa prend le parti de dire « et si je remontais sur Lyon ?» Alors elle nous en parle un petit peu, je lui dis « ma fille, tu seras toujours la bienvenue à la maison. » Je lui dis « tu sais très bien, toi et mes petits-enfants, vous serez toujours bienvenus à la maison. » Elle en avait marre en fait. Elle voulait revenir sur Lyon. Elle avait tout fait pour revenir sur Lyon, mais non. Et là, elle n'a pas pu. Vanessa n'aura pas eu le temps de retourner vivre auprès de sa famille le 30 août 2014, 5 jours après que l'enquête sur le d'Angèle ne soit classée. C'est le drame, encore une fois. Le 30 août au petit matin, Agde est en train de se vider de tous ces touristes et la pression au commissariat est en train de tomber parce que la saison est quasiment terminée. Et à 8h30, il y a Valcarcel qui arrive, qui secoue la grille. Les policiers lui ouvrent la grille, il rentre et il annonce qu'il a tué sa belle-fille. Il va déclarer abruptement au premier policier qui se présente à lui « Je viens de buter ma belle-fille et mon fils est vengé ». C'est un homme qui ne s'est pas caché, c'est un homme qui ne s'est pas enfui. C'est un homme serein qui vient d'annoncer le pire. Face à cet aveu brutal et spectaculaire, les policiers n'ont pas d'autre recours que de se rendre sur place pour vérifier parce qu'ils n'ont pas été alertés ni par des voisins qui auraient entendu des coups de feu, ni par quiconque qui se serait passé un drame de cette nature. Donc ils y vont et là ils vont découvrir immédiatement l'horreur de ce qui vient de se passer puisque le corps de Vanessa bloque la porte d'entrée. Ils me disent qu'ils découvrent une boucherie. Au moment où ils pénètrent dans ce couloir et que le sang entoure encore le corps de Vanessa, ils entendent dans l'appartement une voix enfantine, celle du plus petit des enfants de Vanessa, qui interroge « maman ». Et là, ils comprennent, les policiers, que cet enfant a été le témoin de ce terrible drame, le témoin des gestes définitifs exécutés par son propre grand-père sur sa maman. Dès que les policiers, les médecins légistes vont manipuler le corps, ils vont s'apercevoir qu'il y a des impacts de balles à la verticale du corps qui font immédiatement penser que Valcarcel a vidé son chargeur sur le corps de cette femme alors qu'elle était encore à terre. Angèle Fer s'est livrée à la police quelques minutes à peine après avoir exécuté froidement sa belle-fille de 26 ans. La famille Mayor et la famille Valcarcel n'avaient pas encore été prévenus de ce malheur. Je me suis mise sur Internet, sur les réseaux sociaux, et j'ai vu qu'il y avait un article « Le beau-père tue sa belle-fille à la rue Théris ». Un an après le décès de son fils, je me suis dit « mais c'est quoi ça ?» Mon frère est décédé il y a un an avant. La rue Théris, c'est aussi qu'elle habite ma belle-sœur. Et ça m'a interpellée. Mon père n'était pas à la maison, donc j'ai essayé de le joindre et il ne répondait pas. Et je me suis inquiétée. Là, j'ai vraiment stressé. J'ai demandé, j'en ai parlé à ma mère en même temps que j'ai essayé de le joindre. Elle s'est assise à côté de moi, elle me dit « maman ». Mais elle était un peu comme si elle venait recevoir un coup, quoi. Elle me dit « maman ». J'ai dit « ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a dit « je crois que papa ». J'ai dit « quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle me dit « regarde ». Je regarde Internet. Et elle me dit « ah ». Alors là, j'ai pris une crise de nerfs. J'étais en train de crier, en train d'être mal, d'être... J'étais allongée, comme une folle qui devenait folle.
J'ai compris que c'était mon mari. J'appelais ma mère Mamie. Je vois appelle Mamie manquer. Je dis, je vais la rappeler. Et là, je me vois annoncer, ta fille est morte. Je fais comment? Oui, ta fille a été assassinée. Là, bien sûr. Là, je suis parti de tous les côtés. J'ai préparé des affaires, j'ai pris la voiture. Et j'ai craqué que je suis arrivé chez ma mère, en fin de compte. Quand j'ai vu tout le monde, là, j'ai compris que c'était pas un film, c'était réel. Et là, je me suis effondré. Effondré complet. Je verrai plus ma princesse. Je verrai plus son sourire. On m'a pris mon premier bébé. C'est ce qui me fait le plus mal. Ben, je me dis, je ne reverrai plus jamais ma sœur, en fait. J'aurai plus d'exemple. Ben, je ne la reverrai plus. Je dis, amenez-moi au commissariat. Et là, je me revois poser la question. Je lui dis, c'est votre bâtard qui a assassiné ma fille? Il me dit oui. Je fais, je veux le tuer. Mais vous pouvez pas. Je fais, je veux le tuer. Amenez-moi où il est, je veux le tuer. Je veux faire ce qu'il a fait à ma fille. À ce moment-là, je crois que si j'ai ce qu'il faut, je le fume sur place. Mais non seulement lui, mais sa femme, sa fille. Parce que moi, je les connais, je sais comment ils sont, ces gens-là. Mais une haine indescriptible. Et il a pris mon bébé, il a assassiné mon bébé. De suite, il y a un oncle à moi qui m'a appelé. Il m'a dit, va-t'en de chez toi, pars vite, parce que la famille Mayor, ils sont sur la route, ils descendent la famille Mayor avec des armes, ils vont te tuer. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai pris mes affaires dans un sac, tac, 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 tac. Pour les autorités locales, il n'y a qu'une chose qui fait peur, c'est que la famille de Lyon descende et qu'il y ait des affrontements. Parce qu'apparemment, dès l'annonce du décès, ils ont trouvé des menaces de mort. J'ai appelé le SAMU pour qu'ils viennent chercher ma mère, parce que j'ai dit, oh maman, il faut que je m'en vais, moi d'ici, ils vont me tuer, moi et mes enfants. Là, le SAMU, ils sont venus chercher ma mère, ils l'ont prise, ils l'ont amenée à l'hôpital. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, je suis partie. J'ai fini à l'hôtel. J'avais peur pour mes petits et pour moi. Jacques Mayor et sa famille, pourtant pétris de douleur, avaient eu l'intelligence de ne pas mettre à exécution leurs menaces de mort. Après ses premiers aveux, Angel Valcarcel était interrogé en garde à vue. Et là, cet homme de 54 ans a raconté sans résistance aucune comment il a pu ainsi assassiner sa belle-fille. À 5 h du matin, Angel se réveille, prend son café, comme il le fait pratiquement tous les matins depuis la mort de son fils, essaie de se mettre sur les réseaux sociaux, serait-ce que pour apercevoir ou revoir le visage de son fils. Et puis, il se lève, sans rien dire. Il va récupérer l'arme qui se trouve cachée, dissimulée dans une sorte de placard de l'appartement d'Angelina. C'est important, il y va, cette arme, il avait armé avec 9 balles. Une seule suffisait pour tuer. Son fils est né à 9. Il sait que son fils est mort à 9. Et il met 9 balles dans l'arme. Il est dans la dimension initiatique de donner un sens à la mort de son fils. Et non seulement il l'arme avec 9 balles, mais il va prendre un second chargeur et une boîte de munitions. Ils habitent à 400 mètres, 500 mètres l'un de l'autre. Il va, il sonne, Vanessa sort. Il a expliqué qu'il ne voulait pas la tuer, il voulait juste lui faire peur, lui demander de partir parce que toujours, c'est qu'en dira-t-on, le gêner dans son propre deuil. Il ne voulait pas l'assassiner. Il avait 2 chargeurs. Comme si ça ne suffisait pas. Un chargeur, il en avait un deuxième. Soyons sérieux. Il est parti, il a voulu la tuer et il l'a assassinée. Il y a préméditation, il y a tout ce qu'on veut. Il y a la totale là-dessus. Il ne s'est pas présenté avec un bouquet de fleurs, il ne s'est pas présenté avec des pains au chocolat, il ne s'est pas présenté pour obtenir des explications. Il s'est présenté pour venir exécuter celle que son cerveau malade a placée depuis déjà trop de temps sur la place du coupable idéal et il vient mettre à exécution son projet. Elle le laisse rentrer dans l'appartement, elle est encore en nuisette. Il lui dit, au comble de l'exaspération, maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut que tu t'en ailles, ou il faut que tu fasses le deuil. Vanessa se serait retournée et l'aurait insulté. Elle lui aurait répondu. Elle aussi, certainement exaspérée
par ce beau-père qui n'en finit pas de la rendre responsable de ceci ou de cela, elle lui aurait dit une phrase inacceptable pour Valcarcel, assez obscène. Va te faire... Parce que ma fille l'a insulté, alors il l'a assassinée. Elle est très forte, ce bonhomme. Il peut être fier de lui. S'il sent que ça, c'est être un homme. Pour moi, non. Pour moi, c'est pas mes valeurs, moi, ça. Et là, il sort l'arme, il lui tire jusqu'à vider le chargeur. Elle est atteinte de toutes parts. On sait qu'elle a vu les coups venir, puisqu'il y a des impacts de défense. Il y a un geste de protection où Vanessa a une balle dans la main qui repart après dans la mâchoire. Elle a vu la mort venir, cette malheureuse Vanessa, elle a vu la mort venir. On sait également que 4 balles ont été tirées alors qu'elle était déjà au sol, sans doute morte. Donc il a vidé un chargeur de 11,38 sur ma fille, quoi. C'est une arme de guerre, autant que je le sache. Si vous voyez les avions de chasse que c'est, une balle, vous tuez un sanglier, quoi. Là, il lui en a mis 9. Hein. Et après, il dit, je voulais pas la tuer. Mais c'est de l'acharnement. S'il a pas voulu la tuer, qu'on m'explique ce qu'il a voulu faire. Alors. J'étais en colère contre mon père. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait. C'est pas bon. J'étais dans la colère envers lui parce que c'était ma belle-sœur. Je l'aime, ma belle-sœur, c'est normal, et elle me manque malgré tout, même si on a eu des petits comme toute famille. C'est ma belle-sœur et j'ai plus de belle-sœur maintenant. Bon, c'est vrai que c'était un double truc à supporter encore. C'était déjà de mon fils, puis maintenant ma belle-fille. Ça a été ma belle-fille. Malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, c'était ma belle-fille. Elle était jeune. C'était quand même la mère de mes petits-enfants. Ça a été la femme à mon fils. Elle n'a jamais détesté ma belle-fille. Au contraire, j'étais vraiment très triste pour elle. Très malheureuse. Je vivais un deuxième deuil. J'y en voulais vraiment à mon mari. Vraiment. Je vous l'avoue, même quand j'étais allée une fois le voir au début au parloir, il a essayé de me serrer. Je regardais ses mains. Je ne voulais pas qu'il me touche. Je me suis demandé pourquoi il était arrivé là. Alors que c'était un beau-père qui adorait sa belle-fille. C'était un beau-père avec qui il a toujours été protecteur d'elle. Il se mettait même son fils en dos pour elle. Et du jour au lendemain, il lui arrive ça. C'est la mère de mes neveux et il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Mais ça reste mon père malgré tout. Donc j'ai pas d'autre choix, j'ai plus mon frère. Si je fais quoi moi si mon père... j'ai qu'un papa. Et je me dois de faire mon devoir comme lui il a fait dans toute ma vie, à moi et mon frère. Il a été toujours présent pour nous, dans les bons comme dans les mauvais, donc je me dois d'y être présente. Je suis partagée entre la colère et en même temps de la peine. Je l'ai plaint parce que j'ai dit le pauvre il est perdu depuis qu'il a perdu son fils, il sait plus où il va. Perdre un enfant, ça fait mal, pas de souci, c'est vrai. Mais s'en prendre à une personne qui n'a rien fait, mais pourquoi? Elle n'avait rien fait. C'est lui qui a pris un coup de crise, comme il dit, mais c'était pas un coup de crise. Qui sont en souffrance, je le comprends. Il a perdu un être cher, il a perdu son fils. Comme moi, ma fille est assassinée. Sauf que son fils, c'est son choix. C'est lui qui a voulu partir de cette terre. Moi, ma fille, elle n'a rien demandé. Ma fille, elle a demandé qu'à vivre, qu'à éduquer ses enfants. Donc ses petits-enfants à ce monsieur. C'est plus que du gâchis. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça. Enlever la vie à une personne alors qu'elle n'a rien fait. Cet homme-là, aussi pathologiquement atteint qu'il soit, peut, dans son cerveau, se dire « je vais tirer sur la mère de mes petits-enfants. Je vais priver mes petits-enfants de leur maman. Plus jamais ils pourront dire maman. Plus jamais ils pourront la serrer dans ses bras. » Et donc, normalement, un grand-père, aussi durement frappé qu'il soit par le décès de son fils, doit penser à l'avenir de ses petits-enfants et sa douleur ne doit pas prévaloir sur le malheur qu'il va leur infliger pour toujours. Et c'est cet égoïsme-là qui est hallucinant dans ce dossier. Il va exécuter devant son petit-fils sa propre mère. Et on rajoute une autre dimension,
à ça, c'est qu'au moment où il fait ça, il sait que ses enfants sont déjà orphelins de père, puisque c'est ça dont il souffre. Et il va quand même faire le geste inéluctable qui va les rendre orphelins de père et de mère. Comment on peut faire ça à son petit-fils? Il aura toujours des images qui vont rester, Sean, le petit. Mais quand vous avez un gamin qui vous mime la scène, qui vous dit ce qui s'est passé, c'est avec ses mots à lui, quoi. Il vous raconte la scène de A à Z. Il vous dit, voilà, j'ai entendu maman là-haut à la porte. Ouais, papy. Pan, 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 pan. Ah ben, maman, elle est tombée, le bras comme ça sur le mur. Papy, il est monté dessus, et puis, bah, 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 bah. Et pas gentil, papy, hein. Voilà ce que dit mon petit-fils. C'est très dur que leur grand-père a fait cela à leur maman. C'est très, très dur pour moi. Parce que c'est la fois mes petits-enfants et c'est mon mari. Il a réalisé de tout ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait. Il le dit, moi je le regrette et je suis pas bien parce que j'ai fait des malheureux, encore plus déjà ce qu'ils étaient avant. Mais il vit entre quatre murs et il souffre. Voilà. Le procès d'Angel Valcarcel s'est ouvert le 27 juin 2018 devant la cour d'assises de l'Hérault. Dans le box des accusés, il a encore répété combien il regrettait son geste et il a expliqué que la mort tragique de son fils lui avait fait perdre la raison. Après 3 jours de procès, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel du verdict. Aujourd'hui, c'est Jacques Mayor et sa femme qui ont obtenu la garde de Jason et de Sean, les 2 enfants d'Angel et de Vanessa. Dans la famille Valcarcel, seule Antoinette, leur grand-mère paternelle, a le droit de leur rendre visite. Reste à présent 2 familles dans la souffrance. Je me retourne, j'ai plus de frères, j'ai plus de belles-sœurs. Il y a mes neveux que je ne vois plus depuis 4 ans. Et mon père que je le vois 1 fois par semaine ou tous les 15 jours. Je suis fatiguée de tout ça. Ma mère, elle les voit rarement maintenant, mais elle les voit quand même. C'est déjà bien. Quand je les rencontre, mes petits-enfants, c'est vrai que c'est pas facile. Quand je me retrouve en face d'eux, j'ai toujours peur qu'ils me disent un mot, une parole, qui puisse me faire encore plus mal. Parce que je sais pas quoi répondre. C'est leur grand-père et c'est mon mari qui a fait ce crime-là. Donc c'est pas facile. Pour moi, ce n'est pas facile. La famille Mayor ne veut plus aucun contact avec nous, n'a jamais voulu aucun contact avec nous, alors que nous, on est là, on subit de l'acte de mon père. Et c'est injuste, parce que on est là, on n'y est pour rien, nous. On subit d'avoir perdu mon fils, d'avoir perdu Vanessa, d'avoir perdu mes petits-enfants parce que je ne les vois pas comme je veux. Et subit le regard des gens. Des gens qui sont cruels, qui ont mis la zizanie où il ne fallait pas. Je serai toujours présente pour mes neveux. Ce qui est normal, et même pour cette famille, si un jour ils ont besoin de parler avec moi, il n'y aura pas de souci. Au contraire, j'aimerais bien apaiser tout ça, mais je ne sais pas comment, parce qu'en même temps, c'est délicat. Donc je ne sais pas où me mettre. Mais j'aimerais bien que quand même tout ça se calme par rapport à mes neveux. Et eux, ils demandent que la paix. C'est des enfants, c'est des anges. Ils demandent que la paix. Mes petits-enfants, c'est mes amours, attention. Hein. C'est comme mes enfants, c'est comme tout, hein, c'est mon sang. Mais il faut savoir une chose, que c'est quand même très dur de voir ses petits-enfants en sachant qu'on ne verra plus la maman. Je pense que ma fille devrait être là pour élever ses enfants, quoi, tout simplement. Mais non, là, on les élève, quoi. On élève les enfants de ma fille qui n'est plus là de ce monde aujourd'hui. Je me rappelle, Sean, quelques mois après, il avait pris le téléphone à ma mère et sur Siri, il a dit « Appelez maman ». Et il voulait appeler sa mère, en fait, le petit. Ils se retrouvent sans parents, sans rien, du jour au lendemain. Déjà qu'ils n'avaient plus leur père, alors ils n'ont plus leur mère. C'est dur pour eux. Hein. De voir ces 2 petits bouchons, c'est très compliqué. C'est mes amours, mais ça me rappelle ma fille sans cesse, tous les jours, j'ai ma fille. Je dors, j'ai ma fille, je me lève, j'ai ma fille, je travaille, j'ai ma fille devant mes yeux, j'ai toujours ma fille devant mes yeux. Ma fille, je la verrai plus. C'est ce qui me fait le plus mal, quoi, c'est de plus voir ma fille.
On fait paraître qu'on va bien, mais on sait tous qu'on va pas bien au fond. On est tous pas bien. J'ai fait une promesse à ma fille. Sur sa tombe, j'ai juré que je m'occuperai de ses enfants jusqu'à la fin. Je ne les laisserai jamais tomber. Vanessa est morte parce que, d'une certaine façon, son beau-père ne voulait plus qu'elle vive. Il voulait qu'elle s'isole dans la même douleur que celle qui le meurtrissait, lui.